Bill Clinton, vous le voyez, savoure son triomphe. Ce démocrate de 46 ans a été élu la nuit dernière 42e président des États-Unis. Bush trébuche, l'éléphant républicain a été victime d'un coup de pied de l'âne démocrate. Nous reviendrons bien sûr très longuement dans ce journal sur ce tournant politique avec nos envoyés spéciaux et les premiers commentaires de Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, invité de ce journal. Les suites du scandale du sang contaminé, Pierre Bérégovoy prêt à convoquer le Congrès pour réformer la procédure de haute cour avant la fin de cette année. En Conseil des ministres, ce matin, Bernard Kouchner a présenté un projet de loi visant à renforcer la sécurité des transfusions. Dernier titre, football en Coupe européenne, Auxerre qualifié pour les huitièmes de finale. À la mi-temps, Marseille mène 1-0 devant Bucarest. Monaco, qui a fait match nul 0-0 face au Pirée, est éliminé. Madame, Monsieur, bonsoir. Bien qu'ayant terminé sa campagne à faune, Bill Clinton a eu suffisamment de voix pour être élu président des États-Unis. Tout de suite, nous retrouvons en direct live from New York City, Paul Amar, notre voix de l'Amérique à nous. Bonsoir Bruno. Eh bien, 12 ans après la défaite de Jimmy Carter, l'Amérique a choisi à nouveau un président démocrate, Bill Clinton. Mais pour être honnête, il faut dire que Bill Clinton pense davantage à Kennedy et à Martin Luther King. Kennedy avait proposé de nouvelles frontières à ses concitoyens. Bill Clinton a annoncé hier un nouveau départ. Martin Luther King avait fait un rêve, celui d'une Amérique plus tolérante. Bill Clinton a rêvé hier soir d'une Amérique plus unie. Écoutons ses premiers mots à Little Rock, dans l'Arkansas. En ce jour, avec de grands espoirs et des cœurs vaillants, les Américains ont voté pour moi en nombre massif. Pour faire un nouveau commencement, nous sommes tous dans cette affaire ensemble et nous monterons et nous tomberons ensemble. Voilà le message que j'ai délivré au peuple américain pendant les 13 mois derniers et ce sera mon message pour les 4 années à venir. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons construire un pays à notre image, tout ce qu'il devait être. Je continue à croire en une terre que nous appelons chez nous. Et un état de grâce commence entre l'Amérique et son jeune président, un état de grâce rendu possible par le véritable raz-de-marée hier. La victoire de Bill Clinton est incontestable. Gérard Beaufils. 90 millions d'électeurs américains étaient appelés aux urnes et le taux de participation a été de 54%. Il n'avait jamais été atteint depuis le début des années 60. Il fallait une majorité de 270 des 538 grands électeurs pour être élu. Bill Clinton en a rallié pour l'instant 370 contre 168 à George Bush et 0 pour Ross Perot. Le nouveau président des États-Unis a obtenu 43% des suffrages, George Bush 38% et le milliardaire texan a réalisé le score honorable de 19%. Clinton s'est imposé dans son jardin, l'Arkansas. Dans son état de prédilection, le Texas, le président sortant emporte la victoire après un scrutin serré, de même qu'en Floride, le 4e État de l'Union par le nombre de ses grands électeurs. Le Congrès, lui, sera à l'avenir plus démocrate et pour la première fois, un État, la Californie, sera représenté au Sénat par 2 femmes. Belle revanche pour ce sudiste Bill Clinton anonyme il y a à peine un an. Belle revanche pour l'Arkansas, un des États les plus petits de l'Amérique, ignoré, pour ne pas dire méprisé par les autres, les grands États. La joie, la liesse hier à Little Rock était à la mesure de la frustration ou du complexe d'infériorité ressenti jusqu'à présent. Retrouvons à Little Rock nos envoyés spéciaux Isabelle Stess et Jean-Louis Normandin. Jusqu'au bout, il est resté parmi les siens. Il est presque 2 heures du matin à Little Rock. Bill Clinton, la voix cassée, s'adresse une dernière fois à la foule. Je ne peux plus beaucoup parler, leur dit-il, mais je veux juste vous dire ceci. À partir de demain, Hillary, Al Gore, Tipper et moi allons faire de notre mieux pour que vous soyez toujours fiers de cette nuit. Et Bill Clinton ne résiste pas, il plonge dans la foule. Alors ils sont fiers, ces gens de l'Arkansas, fiers de l'enfant du pays, devenu ce soir leur héros. Dès la tombée de la nuit, ils étaient des milliers à se bousculer pour tenter de l'approcher. Mais de la première apparition de Bill Clinton, beaucoup ne verront qu'une silhouette triomphante, mais qu'importe. C'est un jour nouveau, un nouveau monde. Il va unir les États-Unis. Ça va marcher, nous allons construire un monde meilleur. Viva États-Unis, viva la France! Bill Clinton rayonne, il faut penser à demain, hier c'est fini, chante Fleetwood Mac. Je suis très heureuse, très soulagée. Pour la première fois en 12 ans, je me sens bien.
Et derrière Bill Clinton, c'est tout l'Arkansas qui triomphe. En cette nuit du 3 novembre 1992, Little Rock est devenue la capitale du monde. L'Amérique nous surprendra toujours. Elle domine le monde. Elle choisit un homme qui ne connaît pas le monde. Elle gagne la guerre du Golfe. Elle élit un homme qui avait refusé de s'engager au Vietnam. Elle cultive l'ordre moral. Et qui élit-elle comme président? Un homme qui n'a rien d'un ascète et qui peut être même tenté par le péché de chair. Au fond, que fait-elle? Elle choisit un homme à son image. Portrait du nouveau président Bill Clinton par Jean-Marc Illouz. Je suis né à Hope. Une biographie de légende avant même d'entrer dans l'histoire. Bill Clinton, 42e président des États-Unis, est né il y a 46 ans à Hope. Hope, en anglais, l'espoir. Hope, bourgade perdue de l'État le plus pauvre des États-Unis, l'Arkansas. À 22 ans, le cutéreux, comme il le dit lui-même, décroche une bourse pour la prestigieuse université britannique d'Oxford, la Lune. Mais l'Amérique est au Vietnam, Clinton manifeste contre la guerre et échappe au service dans des conditions peu glorieuses pour un futur candidat à la présidence. 10 ans plus tard, à Little Rock, Arkansas, Bill Clinton est élu à 32 ans, plus jeune gouverneur des États-Unis. Éducation, emploi, déségrégation, quelques succès remarqués pour sortir l'Arkansas du sous-développement. Mais en octobre 91, Bill Clinton, presque un inconnu, sera le seul démocrate à oser défier l'invincible George Bush sur le terrain de la crise sociale. Bill Clinton et son futur vice-président Al Gore ont donc convaincu une Amérique en panne qu'elle retrouverait enfin son énergie en changeant à la fois de président et de génération. Quant à George Bush, il ne doit toujours pas comprendre les raisons de sa défaite. Il était intouchable il y a un an et il trébuche face à un jeune homme de 46 ans, mais il accepte sa défaite et avec une grande dignité. C'est aussi cela, la démocratie américaine. Reportage à Houston d'Éric Perrin et Patrick Voix. Président des États-Unis, il ne l'est plus que jusqu'en janvier. George Bush et sa femme Barbara ont beau tout faire pour cacher leur déception. Les visages sont graves et les clins d'œil du président sortant sont déjà nostalgiques. En ce qui me concerne, je vais tout faire pour aider les gens. Et je vais m'attaquer à un dossier très important, celui d'être un bon grand-père. George Bush est parti, fin de soirée morose, dans le camp des perdants. Je suis extrêmement déprimé, nous dit cette jeune femme. J'ai l'impression que les gens attendent tout de Clinton et qu'il ne leur donnera rien. J'ai peur pour le futur. Les taux d'intérêt vont monter et pour nous dans les affaires, ça va être très dur. Ce qui a surpris le plus les républicains, c'est sans doute l'importance de la défaite de George Bush, même dans des États comme le New Jersey ou le Nouveau-Mexique qui n'avaient pas voté démocrate depuis 1964. George Bush fait maintenant partie de l'histoire et c'est une nouvelle bataille qui commence au sein même du Parti républicain, entre les plus modérés et les plus conservateurs. Avant de penser à l'échéance de 1996, il faudra dans ce qu'on appelle le grand vieux parti penser les plaies. Et le troisième homme n'a pas à rougir de sa défaite. Avec 19% des voix, Ross Perot a réussi à troubler le jeu. C'est le meilleur résultat qu'un candidat indépendant ait obtenu depuis des années. Le milliardaire texan semblait d'ailleurs s'en satisfaire en offrant hier soir, et vous allez le voir à ses fans, une danse avec sa femme, la dernière danse de la campagne. Il aura d'ailleurs passé plus de temps ou autant de temps à parler sur scène qu'à danser. Cela s'appelle un show. C'était hier à Dallas. Aujourd'hui, le spectacle politique a pris fin. Les préoccupations quotidiennes reprennent le pas. Comment réagissent les Américains ce matin à la victoire de Bill Clinton? Jérôme Bonny et Evandro Fantres sont allés ce matin dans les rues de New York. Après le raz-de-marée pro-Clinton, New York s'est réveillé ce matin avec ses attentes et ses doutes. Il va nous taxer à mort. Le président Clinton va s'occuper plus de son propre peuple que des pays étrangers. Je suis chômeur depuis 10 mois. Je ne peux pas trouver de boulot. C'est très dur. J'espère que Clinton va créer des emplois. Plus de travail, moins d'impôts.
Si je suis enceinte, je garderai le droit de choisir. C'est l'enjeu numéro 1. Et puis, j'espère qu'il y aura de vrais congés de maternité. Il y a trop de morts par le sida. Je crois qu'ils vont dépenser plus d'argent pour ça. Ils semblent plus conscients. Je ne sais pas quels sont ses projets pour les militaires. Je connaissais ceux de Bush, mais je ne connais pas les siens pour les militaires. Je ne sais pas ce que je dois attendre. Je ne sais pas combien il va supprimer d'effectifs dans l'armée, comment ça va m'affecter. Leur souhait à tous, c'est aussi que la dette des États-Unis cesse d'augmenter. Que le panneau électronique de la 6e avenue, qui totalise cette dette, n'affiche plus 13 000 $ supplémentaires à chaque seconde. Et pour savoir comment le nouvel élu a passé, lui, sa première matinée, il est 14h, un peu plus de 14h ici à New York, comment il a passé sa première matinée à Little Rock. Rejoignons en direct dans l'Arkansas Isabelle Stess. Isabelle? Oui, Paul, eh bien, on peut dire que le nouveau président est apparemment très en forme puisqu'il n'a dormi que 5h30 la nuit dernière. Et ce matin, il n'a pas failli à son habitude. Il est allé faire son jogging quotidien dans les rues de Little Rock. Ensuite, il s'est promené dans les rues de la ville en compagnie de son épouse, Hillary, puis il est allé rendre visite à de vieux copains de lycée. Ça aussi, c'est une habitude de Bill Clinton. Quoi qu'il arrive, ne jamais oublier les amis d'enfance. Un moment de détente donc, mais de courte durée, puisqu'à 14h30, le nouveau président tiendra une conférence de presse. Il devrait vraisemblablement annoncer à cette occasion sa démission de son poste de gouverneur, puisqu'il avait dit qu'il le ferait dans les 24 heures suivant son élection. Ensuite, il recevra chez lui Al Gore et toute l'équipe chargée de la transition, ainsi que Ron Brown, le président du Parti démocrate. Bill Clinton restera ici quelques jours chez lui à Little Rock, mais aujourd'hui, le message qu'il veut adresser aux Américains, c'est que lui et toute son équipe sont prêts à travailler. Merci Isabelle. L'une des difficultés de Bill Clinton consistera à relancer l'économie de son pays sans effrayer les milieux d'affaires. Comment ont-ils réagi à sa victoire? Bruno Albin et Evandro Fantes sont allés tout à l'heure dans la salle d'échange de la Banque Paribas. En hausse ce matin à Wall Street, les ordinateurs Apple. La bourse jouait sur la promesse de Bill Clinton d'investir dans les technologies de l'éducation. Mais pour le reste, le marché est resté calme. Le résultat de l'élection n'a pris personne par surprise. Depuis l'été, les marchés avaient anticipé tout à fait la victoire du gouverneur Clinton. Donc aujourd'hui, les marchés tirent les conséquences de cette victoire. Et pour l'instant, il n'y a pas de mouvement spécifique. À la bourse, les projets démocrates de relance de l'économie, de contrôle des dépenses de santé et de réforme de l'éducation sont plutôt bien accueillis, même s'ils comportent un risque de nouveaux dérapages budgétaires. Et l'équipe économique du président élu ne fait pas figure d'épouvantail. Le gouverneur Clinton, ce n'est pas Carter, ce n'est pas un second Carter. Je pense que les choses ont évolué depuis les années 80 et que les leçons ont été tirées. Et personne ne pense ici à relancer l'économie en relançant massivement l'inflation. 2 mois et demi nous séparent encore de l'installation de Bill Clinton à la Maison-Blanche et un certain nombre d'incertitudes demeurent. Quels seront ses premiers choix en matière de politique économique ou de politique étrangère? La bourse n'aime pas beaucoup les incertitudes et il est probable que pendant cette période, elle va être très attentive aux petites phrases et aux rumeurs et que tout cela pourrait bien se traduire par des mouvements pour l'instant imprévisibles sur les marchés. Alors Bruno Albin est notre correspondant permanent à New York. Jean-Marc Ilouz est notre correspondant permanent à Washington. Il s'est déplacé pour nous. Jean-Marc, est-ce que Bill Clinton pourra à la fois satisfaire les patrons et la classe moyenne? Qui attend tout de lui? Écoutez, actuellement, Bill Clinton est porteur d'une énorme espérance, non seulement en raison des circonstances économiques de son élection, mais aussi à cause de sa personnalité de démocrate populiste, de sa personnalité de prédicateur baptiste. Bill Clinton connaît la Bible. Il sait bien que sous peu, les Américains lui diront « Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de ta victoire ?» Alors il doit agir vite. Et pour relancer l'économie américaine, sans noyer le moteur dans l'inflation ou sans caler sur les taux d'intérêt, eh bien Bill Clinton doit faire 3 choses. Il a besoin d'argent tout de suite. Il a besoin d'austérité ensuite et surtout du soutien du Congrès. Et ça, c'est la carte personnelle de Bill Clinton. Il se fait fort de faire avaler au Congrès en 5 jours non seulement
les sucreries, mais en même temps les potions amères du redressement américain. Merci Jean-Marc, et nous demanderons tout à l'heure à nos invités à New York de donner leur opinion. Richard Holbrooke, bonjour. Vous êtes conseiller en politique étrangère de Bill Clinton. On dit que vous pourriez être son ministre des Affaires étrangères. Nous en parlerons dans un instant. Ezra Suleiman, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Princeton et vous connaissez également Bill Clinton. Vous connaissez aussi bien la réalité française que américaine d'ailleurs. Et un Français, Brice Lalonde, qui est à New York, qui a déjà rencontré le vice-président Al Gore et qui s'intéresse bougrement à la situation américaine pour des raisons à la fois politiques et personnelles. Il nous dira tout à l'heure pourquoi. Nos trois invités à New York pourront dialoguer évidemment avec votre invité Bruno, le ministre français des Affaires étrangères Roland Dumas, qui se trouve à Paris. Et nous le ferons tout à l'heure, après avoir, grâce à vous, fait un tour du monde des réactions. À tout à l'heure, Bruno. Tout à fait, rendez-vous tout à l'heure. Maintenant, rapidement, vous l'avez dit, les réactions en France, mais aussi à l'étranger. En France, d'abord, le président Mitterrand a adressé dès ce matin un message personnel de félicitations à Bill Clinton, mais aussi un autre à l'intention de George Bush. Roland Dumas, bonsoir. Bonsoir. Bill Clinton, et c'est assez rare tout de même, c'est totalement un inconnu. Sauf erreur, il n'a jamais rencontré d'officiel français. Lui est inconnu en tant que personne, mais le mouvement qu'il a porté au succès était un mouvement que l'on pouvait pressentir. Depuis longtemps, on sentait qu'il y avait une volonté de changement dans le peuple américain. Et vous vous souviendrez peut-être que l'on disait toujours, si les démocrates avaient un bon candidat, ils gagneraient les élections. Et déjà la question s'était posée au moment de la succession du président Reagan. Mais c'était l'autre candidat qui n'a pas fait le poids en face de Bush. Et cette fois, Clinton, habilement, a su par une campagne intelligente et modérée à la fois, rassembler ses partisans du côté des démocrates et en même temps mordre sur une partie de l'électorat républicain qui voulait un changement. Est-ce que les chancelleries, les principales chancelleries n'ont même pas un peu joué Bush jusqu'au bout? Le journal Le Monde aujourd'hui déplore, je cite, la myopie des grandes capitales, à commencer par Paris, longtemps persuadé de l'inéluctable réélection de Bush. Non, mais cette campagne dure très longtemps. Elle dure plus de 6 mois et forcément les capitales étaient en relation avec Washington et le président en exercice. Donc créé pendant la guerre du Golfe tout de même. Oui, une certaine amitié. Puis nous avons tous de l'estime pour le président Bush qui a quand même pris des responsabilités. Mais vous savez, le peuple américain a fait son choix. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que ce choix se soit porté sur un certain nombre de valeurs. Je crois que l'élection du président, l'élection du vice-président, les élections qui ont eu lieu dans les différents États traduisent cette volonté de changement et surtout une volonté de refléter davantage la nouvelle société américaine. C'est un homme jeune qui affiche des idées progressistes, qui se rattache à des valeurs humaines, qui dit vouloir s'intéresser davantage à la vie quotidienne des Américains, qui maintenant a trouvé le moyen de faire que les minorités s'expriment. On disait tout à l'heure, votre correspondant indiquait que 2 femmes vont entrer au Sénat. Il a oublié de dire que l'une de ces femmes est noire. C'est la première fois qu'une femme noire va entrer au Sénat américain. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour parler des réactions et des relations justement futures entre les États-Unis et l'Europe, notamment avec le délicat problème du GATT. Certains parlent d'un effet Clinton sur la politique française, ainsi Dominique Baudis qui affirme que l'image d'un chef d'État de 46 ans à la tête d'un très grand pays est quelque chose qui pourrait contribuer à bouleverser certaines habitudes en France. Je ne sais pas du tout à qui il pense. En tout cas, cette victoire d'un homme de 46 ans réjouit les cadres, comme l'on dit, de la politique française. Nathalie Saint-Cric et François Granier l'ont vérifié cet après-midi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. L'élection de Bill Clinton, 46 ans, coup de jeune pour les États-Unis ou coup de vieux pour la France, question de point de vue. À l'Assemblée, on était partagés. Moi, je ne me sens pas vieux, je suis en pleine forme. Le rajeunissement aux États-Unis est une chose, je ne suis pas sûr qu'il faille effectivement, par assimilation, considérer que ce rajeunissement soit nécessaire pour la classe politique française. Je me souviens qu'on a élu en France un président de 48 ans en 1974. Ça n'a pas duré plus d'un mandat. Ça donne un sacré bain de jouvence en tout cas. En matière d'âge du candidat, je peux que m'en réjouir. Moi, j'aurais voté Bush. Comme il n'y a pas assez de présidentiables comme ça dans l'opposition, ça va donner des idées à tous les présidents de région qui ont moins de 50 ans. Il peut y avoir plusieurs Clinton en France, alors qu'il y a très peu de Bush. Je crois que ça peut influencer les Français. Est-ce que ça va donner un coup de jeune à la politique française? C'est quand même beaucoup moins sûr. Il y a des gens qui sont vieux à 20 ans et d'autres qui sont jeunes à 80 ans. Mais s'il est vrai que petit 1, on a l'âge de ses artères, petit 2, il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes, il n'empêche qu'aujourd'hui, l'élection de Clinton a remonté le moral des quadragénaires de droite comme de gauche. Il n'est pas interdit de rêver.
La victoire du candidat démocrate a été accueillie avec prudence et sans satisfaction particulière hors des États-Unis. Dans de nombreuses capitales, on s'inquiète en effet d'éventuelles tendances protectionnistes, voire isolationnistes. Un petit tour rapide à Londres et à Moscou en compagnie de nos correspondants permanents. Au musée de cire de Madame Tussaud à Londres, le masque de Bill Clinton était déjà prêt. Il rejoindra rapidement les grands de ce monde. Le Premier ministre, John Major, a immédiatement félicité le futur président américain et rendu un vibrant hommage à son ami, le président sortant George Bush. Bill Clinton, diplômé d'Oxford, fait partie de la famille. D'ailleurs, les relations entre Washington et Londres ont toujours été très étroites. Pas l'ombre d'un nuage, contrairement à ses partenaires européens. La presse, tout comme le gouvernement conservateur, penchait pour George Bush. Pour preuve, l'opposition travailliste a salué bruyamment la victoire de Bill Clinton. Mais ce soir, John Major a d'autres soucis. Ils ne sont pas américains, mais européens. Grâce à Clinton, les Russes ont découvert que les États-Unis eux aussi souffraient de la crise économique, qu'alors qu'ils vivent tous ici dans la hantise du chômage et des tickets de rationnement, 26 millions d'Américains avaient recours à des bons d'alimentation. Bref, que le pays dont tout Russe rêve, l'Amérique, n'avait pas bonne mine. Au Kremlin, on n'a retenu qu'avec Clinton, l'Amérique et son redressement économique seraient demain la priorité numéro 1, et donc qu'en matière d'aide, il ne fallait plus s'attendre à des miracles. Clinton saura-t-il relever les défis d'un monde d'après-guerre froide, chaque jour un peu moins sûr, chaque jour un peu plus dangereux? Pour les moscovites, l'Amérique de Clinton pourrait ressembler ce soir à cette ambassade américaine en travaux, un grand bateau immobilisé sur une mer inconnue. Et à Bagdad, la radio irakienne a annoncé sans commentaire la victoire de Clinton, mais la population est descendue spontanément, bien sûr, dans la rue pour laisser exploser sa joie en criant Mavrouk, autrement dit félicitations. Hier, un quotidien gouvernemental de Bagdad affirmait, je cite, que Bush serait battu et jeté dans les poubelles de l'histoire. Bush va donc quitter le pouvoir le 20 novembre et Saddam est toujours là, fidèle au poste, qui l'aurait cru il y a 2 ans. Rapidement, Roland Dumas, il y a même un pied de nez de l'histoire assez étonnant. Oui, au regard de l'Irak. Mais il ne faut pas non plus s'impatienter. M. Clinton vient d'être élu. Il faut lui laisser le temps de souffler, de récupérer sa voix et de mettre en place son équipe, son administration et prendre connaissance des dossiers. On va en avoir le cœur net assez vite parce que des négociations internationales importantes sont en cours. Il y a le processus de paix au Proche-Orient qui a été vraiment une affaire personnelle pour le président Bush et son secrétaire d'État, M. Baker. Dans quelles conditions M. Clinton va-t-il reprendre ce dossier-là? Il y a la négociation du GATT. On en reparlera dans un instant. Donc tout cela va devoir continuer. On sera fixé assez vite. On va revenir sur tous ces dossiers avec nos invités en direct de New York dans un instant, avant donc de revenir en compagnie du chef de la diplomatie française et de nos invités à New York sur les conséquences de l'élection de Bill Clinton et notamment, je le disais, sur les relations économiques entre l'Europe et les États-Unis. Retour maintenant aux affaires françaises avec tout de suite les suites précisément du scandale du sang contaminé, avec peut-être rapidement une prochaine réforme de la Haute Cour de justice, seule habilitée pour l'instant à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Tout de suite le point avec Jean-Baptiste Prédali. Sur la réforme de la Haute Cour de justice, Pierre Bérégovoy attendait manifestement l'occasion de s'exprimer cet après-midi. Il lui a suffi d'une question du groupe centriste pour lancer sa proposition. Le gouvernement est tout disposé à reprendre à son compte, monsieur le député, votre proposition de révision constitutionnelle, proche de celle de monsieur Laurent Fabius, dès lors qu'elle rencontrera un large consensus du Parlement. À la clé, une échéance, le Congrès avant la fin de l'année. Le groupe socialiste est satisfait. En 24 heures, il a convaincu le gouvernement. Mais reste à convaincre l'opposition. Et là, changement de discours. Actuellement, il y a une constitution, il y a un article 67 et 68, et je souhaiterais, et nous souhaitons, que la constitution soit respectée. Vouloir engager une réforme de la constitution pour mettre à l'abri d'investigations trop précoces un certain nombre d'anciens membres du gouvernement, c'est purement et simplement un détournement de procédure. L'opposition carrément sceptique sur la réforme de la Haute Cour, oublier le consensus d'hier pour rendre possible un éventuel jugement de ministre. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé vers la Constitution, la procédure peut-être, mais d'abord la politique. Sur fond de scandale, à répétition, nous reviendrons dans un instant sur celui de la collecte du sang dans les prisons. Bernard Kouchner a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur la transfusion sanguine, avec la création d'un établissement public qui aura en charge toutes les questions de transfusion, l'Agence française du sang. Jean-Daniel Flézaquier nous en explique le rôle. L'agence assurera la tutelle des 163 centres de transfusion qui collectent le sang sur notre territoire.
L'agence donnera son agrément au fonctionnement de ces centres, elle imposera un certain nombre de normes concernant en particulier le matériel et elle mettra en place un contrôle de qualité, c'est-à-dire une vérification indépendante des résultats. Elle réformera aussi le statut des centres, il n'y aura plus que 2 types de statuts, soit privés, régis par une loi de 1901, soit publics, de type hospitalier. Autre réforme, elle concerne cette fois-ci le fractionnement du plasma pour obtenir les gamma-globulines ou encore les facteurs de coagulation. Il y a 6 centres en France actuellement chargés de ce fractionnement. Certains d'entre eux vont disparaître et des groupes privés vont entrer dans un groupement d'intérêt public. Les produits dérivés du plasma seront considérés comme des médicaments. Ils obéiront à des normes précises de fabrication et ils devront bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Mais le don de plasma, comme le don de globules rouges, restera anonyme et bénévole. Enfin, le comité de sécurité transfusionnelle est inscrit dans la loi. Les 3 sages qui le composent en référeront directement au ministre. Et puis je vous le disais, nouveau scandale concernant la contamination du sang, c'est désormais officiel. En 85, les collectes de sang parmi les détenus, population à haut risque, ont continué en dépit du bon sens. Résultat, ces prélèvements ont été à l'origine de la contamination du quart des lots de sang et plusieurs centaines de personnes ont été contaminées par le sida. Un rapport officiel met durement en cause les responsables de la santé publique de l'époque. Explication Maryse Burgot. Première grande conclusion de ce rapport, sur la seule année 85, un quart des poches de sang contaminées par le virus du sida proviennent de collectes dans les prisons. Deuxième grande conclusion, le rapport insiste sur les responsabilités du ministère de la Santé et des transfuseurs. En revanche, il atténue largement celle de l'administration pénitentiaire. Elle aurait été mal informée du danger des collectes dans les prisons. Le rapport cite enfin un document publié cette semaine par l'événement du jeudi, document accablant pour le ministère de la Santé. Il s'agit d'un projet de notes concernant les mesures à prendre en matière de prévention du sida. Il est signé par Jacques Roux, alors directeur général de la Santé. Mais lorsqu'il est soumis au ministère, chez Edmond Hervé, il est corrigé. Tout le paragraphe concernant le danger des collectes en prison est rayé par le directeur de cabinet d'Edmond Hervé. Question. Pourquoi persiste-t-on à cette époque à poursuivre les collectes en prison alors qu'on en connaît déjà les risques ? Un mot de football avant de revenir sur les suites de l'élection de Bill Clinton la nuit dernière. Match retour des 16e de finale des Coupes européennes. Ce soir, en Coupe UEFA, Auxerre s'est qualifié sans problème aux dépens de Copenhague. 2-0 tout à l'heure. Monaco, finaliste l'an dernier en Coupe des vainqueurs de Coupe, a été éliminé. Il a fait match nul ce soir avec le Pires, 0-0. Et Marseille est pour l'instant qualifié car il mène à 20 minutes de la fin 1-0 face à Bucarest. Et puis sans doute l'information du jour en basket. Gravelines s'est qualifié pour la Coupe Korak face à Athènes. Dans un instant, nous revenons sur l'autre information du jour, l'élection de Bill Clinton. Mauvaise journée donc pour George Bush, mais aussi pour Pete Sampras, éliminé par Henri Lecomte au tournoi de Paris-Bercy. Nous y reviendrons juste après ce journal. Le nouveau président donc a été élu à un moment où une nouvelle guerre économique menace entre les États-Unis et l'Europe à propos des négociations du GATT. Guerre assortie de sanctions qui viseraient particulièrement la France. Avant d'entendre les explications du chef de la diplomatie française et d'un proche conseiller de Bill Clinton, nous devions voir ce dossier, mais nous sommes un petit peu bousculés par le temps. Donc nous allons aller tout de suite à ce débat. Je voudrais, pour lancer ce débat, en quelque sorte, Monsieur Dumas, demander ce que vous pensez de l'évolution de ce dossier du GATT. Est-ce qu'il y a une chance sérieuse que cela se débloque avant la prise de pouvoir de Bill Clinton le 20 janvier. Oui, la passation de pouvoir durera 2 mois et demi. Cette négociation dure depuis 6 ans. Elle s'est accélérée au cours des dernières semaines. Hier encore, les partis en présence se discutaient fermement à Chicago et le ministre américain... Je vous propose, on a retrouvé le sujet, je vous propose pour que les téléspectateurs comprennent mieux de quoi on parle, parce que c'est très compliqué. Je vous propose de prendre tout de suite connaissance des explications de Véronique Auger sur ce délicat problème. Bill Clinton va-t-il démarrer sa vie de président des États-Unis par une guerre commerciale avec l'Europe ? Bush lui laisse peu de choix. Il a allumé lui-même la mèche ce matin, alors qu'en Amérique du Nord, tout le monde avait la tête ailleurs. C'est ici, à Genève, au siège du GATT, que les États-Unis ont demandé l'autorisation d'engager des mesures de rétorsion contre cette communauté européenne qui, selon eux, ne négocie pas assez. Les Américains veulent refouler 5 milliards de francs de marchandises, surtout françaises, hors de leurs frontières. Paroles et paroles, disent les experts, mais qui met de l'huile sur le feu.
Je crois que sur ces mesures de rétorsion américaines, il y a deux solutions. Bon, d'une part, sur un plan de droit international, elles sont complètement illégales. Ou d'autre part, eh bien, si effectivement il y a des mesures de rétorsion américaines, eh bien, on pourra prendre des contre-mesures de rétorsion. Et il y a aussi suffisamment d'intérêt américain au sein de la communauté, et notamment de la France, pour être inventif sur le sujet. Hier soir à Chicago, aujourd'hui à Genève, l'administration Bush et la communauté européenne se sont donc quittés fâchés. Bill Clinton va-t-il reprendre le flambeau ou bien va-t-il enterrer la hache de guerre ? Je vous pose la question, hache de guerre ou pas? Je vous disais, cette négociation dure depuis 6 ans. La situation s'est un peu tendue ces dernières semaines parce que chacun voulait tirer un bénéfice de la discussion. Mais je crois qu'on va entrer dans une période un peu plus calme parce que la passation de pouvoir va demander à peu près 2 mois et demi. Il va falloir que l'administration Clinton prenne connaissance des dossiers. Mais les négociateurs sont sur place. Les représentants de la Commission vont pouvoir discuter avec les représentants de l'administration américaine. Donc il n'y aura pas de rupture dans la négociation. On est encore loin d'un accord qui est souhaité par la France, mais les points de vue sont encore trop éloignés, notamment dans des domaines comme le domaine agricole, ça va de soi, mais dans le domaine aussi des services et de la propriété industrielle. Donc cette discussion repartira. Est-ce qu'elle aboutira avant le 20 janvier? On peut en douter, compte tenu de la difficulté encore qui existe, des difficultés à résoudre, et aussi du fait que, quand même, il va falloir du temps pour que la nouvelle administration se mette en place. D'entendre tout de suite le point de vue d'un proche conseiller de Bill Clinton qui est avec Paul Amar en direct de New York. Paul. Oui, Richard Holbrooke, conseiller donc de Bill Clinton, a écouté attentivement le ministre français des Affaires étrangères. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer de vous fâcher avec l'Europe ou de vous réconcilier? Fâché, je ne sais pas, mais je crois que M. Clinton a beaucoup dit pendant la campagne qu'il pense qu'une alliance atlantique est toujours importante, même après la fin de la guerre froide. Mais alors, sur le dossier très précis du GATT, l'Amérique pense à ses agriculteurs, on ne prend que le volet agricole. La France ou d'autres pays européens pensent à leurs agriculteurs. Bill Clinton, est-ce qu'il ne va pas être prisonnier des promesses qu'il a faites à son peuple? Paul, je dois vous dire franchement que le jour après l'élection, le champ de bataille sont si lents pour quelques semaines et la question de GATT ne sont pas une question pour M. Clinton maintenant. Pour les prochains 98 jours, M. Bush est toujours le président. Et je ne peux pas parler pour M. Clinton, mais je pense qu'il va dire c'est le problème pour M. Bush jusqu'au le 20 janvier. Alors tout à l'heure, vous avez écouté attentivement notre ministre des Affaires étrangères. Cette fois, M. Dumas, c'est vous qui allez écouter M. Holbrooke et qui allez être sans doute intéressé par ce que le conseiller de M. Clinton va nous dire. On s'est posé des questions tout au long de la campagne. On s'est dit... M. Clinton va diriger un pays replié, plutôt isolationniste. Il n'a parlé que 4 fois de politique étrangère au cours de la longue campagne. C'est très peu. Oui, c'est très peu. Mais ce n'est pas la faute de M. Clinton ni M. Bush, c'est la faute des journalistes qui, pendant 4 heures et demie de débat sur la télévision, n'a demandé que 4 questions. Paul, est-ce que je peux souligner une chose pour nos amis en France? Notre système est tout à fait différent que le système de beaucoup des autres pays. Maintenant, il y a une période de 78 jours qui est très unique dans le système américain. Bush est toujours la présidente. Clinton a les 78 jours pour préparer son équipe. Mais les décisions, le pouvoir d'exécutif reste avec M. Bush. Dans les années 60, en 1960, en 68, en 76 et en 80, chaque fois le président a demandé au prochain président, est-ce que vous voulez me joindre dans des projets communaux? Chaque fois, le nouveau président a dit non. Vous êtes le président jusqu'à midi le 20 janvier. Bon, les intentions diplomatiques peuvent s'exprimer en direct et à la télé. Monsieur Dumas, vous entendez Monsieur Holbrooke. Quelle est votre intuition de la diplomatie prochaine de Monsieur Clinton et de ses conseillers, évidemment au-delà du 20 janvier? Je pense que sur les grandes questions internationales, des consultations auront lieu entre le président encore en exercice, c'est tout à fait exact, et le président qui le sera bientôt, au mois de janvier. Mais pour ce qui est de la gestion des affaires quotidiennes, c'est vrai que les responsabilités incomberont à M. Bush. Mais l'affaire du GATT n'est pas une affaire simple, comme viennent de le rappeler vos interlocuteurs à New York.
Donc c'est une affaire qui sera gérée, je crois, prudemment pendant les semaines à venir, et on va voir quelles seront les propositions américaines. Il y a eu un débordement et des surenchères pendant toute la campagne électorale. On a vu le président Bush promettre des subsides importants, des aides importantes, notamment aux producteurs d'oléagineux, promettre des aides pour les exportations de céréales. Est-ce que tout cela était compatible avec une bonne gestion du GATT? Est-ce que c'est compatible avec la perspective des négociations qui existent avec l'Europe? Je ne le crois pas. Il faut donc que sur ce point, les deux présidents se déterminent. Alors, Monsieur Souleiman, vous observez aussi bien la réalité américaine, vous êtes américain, que la réalité européenne. Je prends un exemple très précis, la Bosnie-Herzégovine, l'ex-Yougoslavie. Est-ce que l'Amérique de Bill Clinton peut être tentée d'intervenir comme on l'a cru ou comme on l'a dit? Je crois que Bill Clinton a déjà fait des déclarations qui ont été mal interprétées là-dessus, parce qu'au moment où il a fait la déclaration, on avait dit qu'il était pour l'intervention, mais je crois que ce n'était pas du tout le cas. Je crois que M. Clinton est un internationaliste, il l'a dit plusieurs fois, et il va être en même temps extrêmement prudent. Donc penser qu'il va se lancer demain en Bosnie pour une intervention militaire, je crois que ce n'est pas pour demain. On l'a vu pendant la guerre du Golfe, Monsieur Dumas, on l'a vu à l'occasion de pas mal de dossiers internationaux, la France et les États-Unis étaient très liés, j'allais dire main dans la main. Est-ce que vous ne craignez pas que M. Clinton ait la même attitude que M. Bush sur ce point? On dit qu'il est moins intéressé par la politique étrangère. Et M. Holbrooke va vous répondre. Mais il faut... Détrompez-vous, Monsieur Palama. Sur l'affaire de la Yougoslavie, la politique de M. Bush était une politique très prudente. Monsieur Holbrooke? Vous savez que sur les grandes lignes de la politique étrangère des États-Unis, on peut dire que continuité sera la main line, comment je dis? Ligne principale. La ligne principale. Mais il y avait des différences entre les deux candidats. Sur la Yougoslavie, par exemple, M. Clinton a dit qu'il a pensé que les États-Unis doivent être plus actifs contre les Serbies. Ça, c'est une vraie différence entre les deux candidats. Je ne voudrais pas qu'on soit coupé brutalement par le satellite, parce qu'il y a une heure limite et les Américains sont très stricts sur ce point. On va parler, alors Monsieur Dumas, vous êtes aussi un homme politique, on va parler de l'effet Clinton sur notre pays. Brice Lalonde, pourquoi éprouvez-vous le besoin de venir souvent aux États-Unis, de rencontrer Al Gore? Vous pensez à l'élection présidentielle? Non, mais moi je connais depuis très longtemps ce pays, j'y ai beaucoup d'amis, notamment chez les démocrates, et je connais bien Al Gore, qui est maintenant le nouveau vice-président, qui est quelqu'un qui défend beaucoup l'environnement, qui est un spécialiste du désarmement, et qui est, lui, qui a une vision planétaire. Et j'estime que ce qui vient de se passer aux États-Unis est très important, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'Europe et pour la France, et je dirais même pour le monde entier. Pour la France, nous avons à apprendre et à travailler avec une nouvelle gauche américaine qui est très très nouvelle par rapport à l'ancienne, si je puis dire. Elle est beaucoup moins bavarde, beaucoup moins idéologique, et elle réunit à la fois une tradition morale très forte dont on aura besoin aussi en France, un souci de la cohésion sociale qui nous a beaucoup marqué aussi à nous en France, le souci de l'environnement, et je suis persuadé que ceci marque un rapprochement possible entre les sociétés de type européenne et la société de type américaine, et nous avons en France un rôle très important aussi à jouer si nous le voulons. Donc moi j'ai des leçons à apprendre des États-Unis, et je suis très content aussi qu'un ami à moi se retrouve vice-président de la première nation industrielle du monde. Un mot d'Ezra Souleiman, il nous reste une minute. Malheureusement. Tout à fait raison que la France a beaucoup à apprendre, enfin des leçons à en tirer, je pense, de cette élection, surtout l'exploit qui a réalisé M. Clinton, qui a consisté en fait de recentrage du Parti démocrate. Et je pense que la gauche en France, qui va être à la recherche d'une idéologie nouvelle, des programmes nouveaux, je pense qu'il va y avoir aussi un recentrage qui va prendre peut-être la ligne et qui ne veut pas être de retour en arrière, c'est-à-dire vers un État très fort. On va être obligé de rendre l'antenne. Évidemment, Monsieur Dumas, vous avez tout le loisir de parler avec Bruno Mazur. Le satellite ne sera pas coupé en France, mais nous, on va être obligé de le couper. Un mot à Brice Lalonde. Vous avez quel âge? 46 ans. La génération Clinton. Voilà. Donc, vous pensez
à l'élection présidentielle, Holbrooke? Je veux dire que la différence la plus grande entre Bush et Clinton sont les différences dans ses âges. C'est la génération de Vietnam qui a enfin remplacé la génération de Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. C'est comme 1960, c'est pas une élection, c'est un change de génération. C'est une nouvelle Amérique qui est en train de naître. Oui, oui, tout à fait. Il y a une nouvelle France qui va naître. Allez, franchement, vous n'êtes pas habitué à la langue de bois. Est-ce que vous pensez à une élection d'un candidat président en France? J'allais dire 46 Je pense ans. que l'idée du ticket est très importante. Il y a un ticket aussi entre Gore et Clinton. Il faut la même chose en France. Et je pense que la France souffre énormément du caractère extraordinairement élitiste de sa vie politique. Il faut ouvrir la vie politique française au peuple français. Si ce qui vient de se passer aux États-Unis, il faut que ça se passe pareil en France. C'est l'élection la plus importante depuis 68. C'est le change le plus important de Kennedy de 60. Merci, messieurs. Roland Dumas, vous pouvez évidemment encore tirer les enseignements de cette élection. Nous, on va être contraints de rendre l'antenne. Tout au long de sa campagne, Bill Clinton et sa femme n'ont cessé de chanter un air du groupe Fleetwood Mac, c'est ça? Alors je le traduis, ne cesse pas de penser à demain. Alors l'Amérique aujourd'hui a cet air en tête, elle attend de son président qu'il ne l'oublie pas en entrant à la Maison-Blanche. Cette édition américaine est terminée. Avant de vous rendre antenne, Bruno, je voudrais remercier la direction du Novotel qui nous a accueillis et qui vous a permis, et nous aussi, de découvrir Broadway. Je voudrais saluer le travail de notre ambassadrice de choc et de charme aux États-Unis, eh bien Nicole De Vilaine, qui a beaucoup travaillé jour et nuit pour toutes ces éditions et pour la nuit américaine, du producer, comme on dit ici, de Gilles Trenel, qui a tout coordonné, évidemment de Jean Cazenave, qui a réalisé cette édition, toutes ces éditions, et de toutes les équipes de Washington, de New York et de France 2, qui se sont passionnées pour cette élection américaine. Bonsoir. Merci beaucoup, Paul, et vous n'oubliez pas de ramener le répondeur pour Alain Danvers. Une toute dernière question, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous allez inviter officiellement en France Monsieur Clinton pour faire connaissance rapidement? Oui, il sera bienvenu. C'est un homme neuf qui est peu connu. On ne peut pas vouloir à la fois un homme nouveau et un homme connu des masses. Donc il est souhaitable que Monsieur Clinton vienne en Europe le plus tôt possible et je lui renouvelle une invitation au nom de la France. Merci d'avoir réservé à France 2 la primeur de vos commentaires sur cette élection tout à fait importante pour l'avenir du monde. Dans quelques minutes, votre téléfilm, la sombre histoire d'une présentatrice vedette du journal télévisé italien jalousée par l'une de ses collègues. Ce n'est pas chez nous que l'on verrait cela. Vers 22h30, un très beau documentaire, ni larmoyant ni complaisant, sur la vie des aveugles et des malvoyants, réalisé par Serge Moati. Vers 23h30, le tout dernier journal, en compagnie de Philippe Lefebvre, invité de Gérard Leclerc pour les 4 vérités. Demain à 7h50, Michel Delebarre, le ministre de la Fonction publique. Bonne fête aux Charles et bon anniversaire à Canal+, 8 ans aujourd'hui. Dans quelques petites secondes, la météo en compagnie de Nathalie Riouet qui revient du Festival du Vent et qui pète le feu. Amis du bout des ondes, à demain 20h. Excellente soirée, merci.